de l'actualité, les audiences du chef de l'État, les questions d'intérêt national et sous-régional au centre des rencontres, notamment le départ de l'ONUCI et l'ouverture très prochaine des agences BCAO de Mans, Bouaké et de Korogo. Nous irons dans ce 13h à la découverte des camions restaurants qui proposent la nourriture le plus souvent aux élèves. Est-ce que ces restaurants mobiles respectent les règles d'hygiène? Élément de réponse dans quelques instants. Et puis hors de nos frontières, les États-Unis ont frappé hier des membres présumés de l'organisation État islamique en Libye. Lors de ce raid aérien, plus de 40 djihadistes ont été tués. Il est 13h à Abidjan. Bonjour à tous. Direction le palais présidentiel où le chef de l'État a accordé 3 audiences hier. Le président a successivement reçu le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française et le gouverneur de la BCAO. Les points abordés sont notamment le départ de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'inauguration très prochaine des agences BCAO de Mans, Bouaké et de Korogo. La synthèse avec Viviane Aimé. Les progrès enregistrés au plan économique par la Côte d'Ivoire et le défi sécuritaire qui s'impose désormais face aux menaces d'attentats terroristes djihadistes dans la sous-région. Autant de sujets évoqués au cours de l'entretien que le président de la République a eu avec la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Elisabeth Guigou, en visite de travail à Abidjan. Je voudrais dire que je suis extrêmement honorée d'avoir été reçue par Monsieur le Président de la République, pour qui j'éprouve non seulement de la considération, mais aussi beaucoup d'admiration, parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire, on le voit, connaît depuis quelques années maintenant une rénovation politique, un renouveau économique qui est tout à fait remarquable. Évidemment, ça nous réjouit en France, à l'Assemblée nationale en particulier, parce que nous avons des liens entre les Français et les Ivoiriens qui sont, que je ne vais pas vous décrire, vous les connaissez aussi bien que moi, sont extrêmement forts, et aussi parce que la Côte d'Ivoire est un pays absolument clé en Afrique, spécialement dans la région, et que c'est un pays emblématique. Hein, et que ce qui est en train de se réaliser après une période tragique est vraiment tout à fait exemplaire. Voilà. Et donc je souhaite, moi, qu'à l'Assemblée nationale, à la Commission des Affaires étrangères, mais pas seulement, nous accompagnions davantage ce renouveau. Il y a des préoccupations que nous partageons, sont des préoccupations de développement, bien entendu, économique, social, des préoccupations et des soucis de sécurité, qui ne peuvent plus être limités à un seul pays ou même à une seule région. Et nous avons évidemment la volonté de pouvoir contribuer. Sans la paix, je crois que c'était le président Houphouët-Boigny qui disait ça, rien n'est possible. Voilà, et donc je suis très heureuse que l'Assemblée nationale, à travers cette visite, puisse être davantage présente. Nous avons des groupes d'amitié qui sont très actifs. Elisabeth Guigou a émis le vœu de voir les 2 assemblées, celle de Côte d'Ivoire et celle de France, intensifier leurs échanges. Le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, El Gassim Ouane, figurait au nombre des personnalités reçues ce vendredi 19 février par le chef de l'État au palais présidentiel. Le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix était accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. Au menu de l'entretien, la fin du mandat de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, envisagée par le gouvernement ivoirien en raison du retour de la paix et de la stabilité dans le pays. Nous avons évidemment abordé les questions liées à la revue stratégique de l'ONUCI, qui a été mandatée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous nous sommes réjouis, nous avons exprimé au président toute notre satisfaction au regard des avancées remarquables qui ont été réalisées par la Côte d'Ivoire en un très court laps de temps. Et nous sommes évidemment heureux, en tant que Nations Unies, d'être associés à cette entreprise. Et nous avons, dans ce contexte, identifié
les domaines dans lesquels on appuie des Nations Unies et de la communauté internationale pourraient être requis. Et nous avons échangé évidemment sur les modalités de désengagement de l'ONUCI maintenant que l'essentiel des objectifs qui avaient été fixés a été atteint. Reçu à son tour, le gouverneur de la BCEAO, Kone Tiemoko Melie, qui était accompagné du ministre chargé de l'économie et des finances, Kone Adama, est venu faire un point périodique au président en exercice de l'UEMOA. Nous sommes venus rencontrer le président de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et bien sûr, cet honneur que le président nous a fait en accordant cette audience nous a permis de voir les orientations qui doivent permettre de renforcer les structures financières de manière à permettre à nos économies de renforcer leur progression, notamment en termes de croissance économique d'abord, mais surtout aussi de prise en charge des besoins et des besoins des populations qui doivent aussi croître. Les orientations sont claires pour qu'il y ait beaucoup plus de résilience dans nos économies et que ces économies soient productrices d'emploi et de prospérité. Le gouverneur de la Banque centrale a annoncé l'ouverture prochaine des agences BCEAO de Bouaké, Mans et Korogo, dont les travaux de réhabilitation sont en voie de finition. Après le palais présidentiel, le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix a eu une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale. Au centre, l'évaluation de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Le point de cette rencontre avec Michel Digré. Les choses se sont très significativement améliorées en Côte d'Ivoire en un très court laps de temps. Ce satisfecit du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix est consécutif à l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Toutefois, pour l'émissaire de l'ONU, El Gassimouane, il faut aller plus loin dans la lutte contre l'insécurité. Il y a un certain nombre de défis qui restent à relever et nous avons pu bénéficier de l'analyse du président de l'Assemblée nationale sur ces défis et identifier les pistes possibles d'appui par l'ONUCI pour que nous puissions mettre à profit les mois qui viennent afin de renforcer les acquis qui ont été enregistrés. La deuxième audience du président du Parlement ivoirien a été consacrée à Elisabeth Guigo. Elle est présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale de France. Avec elle, il s'est agi de coopération interparlementaire. Nous avons discuté des projets que nous pouvons avoir en commun, de la façon dont nous pouvons intensifier les relations et établir des rencontres régulières entre l'Assemblée nationale française et l'Assemblée nationale ivoirienne. Nous sommes tout simplement très heureux de la recevoir et d'avoir pu bénéficier de sa longue expérience, aussi bien dans l'exécutif. Vous savez qu'elle a occupé d'importantes fonctions au gouvernement français, que sa longue expérience au Parlement. Plusieurs projets ont été identifiés et seront mis en œuvre pour booster la coopération interparlementaire entre les hémicycles ivoiriens et français. Autre sujet, un colloque panafricain sur la culture et l'éducation à la paix est prévu début 2017. Il va se tenir à Yamoussoukro. Son objectif, la culture de la paix et de la réconciliation dans les esprits des Ivoiriens, mais aussi de tous les Africains. Le Vatican a délégué un groupe d'évêques en Côte d'Ivoire pour s'enquérir de l'évolution des préparatifs de l'événement. La délégation a été reçue par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On fait le point avec Hamza Diaby. Bientôt se tiendra en Côte d'Ivoire un colloque panafricain sur la culture et l'éducation à la paix. Une grande conférence dont le thème sera « Culture et éducation à la paix de l'Africain nouveau ». Le projet est apprécié du Saint-Siège au Vatican, d'où la présence ce jeudi d'une délégation d'évêques du Conseil pontifical dans les bureaux du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous saluons avec beaucoup de reconnaissance que l'État ivoirien ait pris ensemble avec la conférence épiscopale catholique de Côte d'Ivoire, cette initiative et que le Saint-Siège écoute et observe
et attache beaucoup d'intérêt à cela. Pour qu'il se dégage de ce colloque le visage d'un Africain nouveau qui est enraciné dans sa culture, enraciné dans sa foi et qui contribue à l'avènement d'un monde de paix et surtout particulièrement une Afrique où la paix aide à un développement durable, intégral. La paix et le développement, des mots chers au chef de l'État. Le président de la République est très intéressé par cette grande conférence pour que nous puissions, comme le Premier ministre a dit tout à l'heure à Monseigneur, rendre hommage au président Houphouët-Boigny, mais aussi installer solidement les fondements de la paix sur la terre bénie de Yamoussoukro, notamment l'hôpital Moscati, en plus de la basilique, mais également l'école de la paix, de l'éducation à la paix, qui sera une école internationale africaine qui sera bâtie à Yamoussoukro, et bien d'autres projets qui contribuent à la paix entre les hommes et dans le monde. À la suite des évêques, le chef du gouvernement a reçu les responsables du groupe Unilever Côte d'Ivoire qui souhaitent réinvestir dans le pays, que ce soit financièrement ou au travers de création d'emplois. Ils ont notamment évoqué leur objectif d'avoir un partenariat avec le gouvernement sur un projet de développement durable pour relancer la filière de production de soja. La consolidation de la cohésion sociale au centre de la tournée entreprise par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale dans le Bafing, Sarah Sako Fadiga, a échangé sur le sujet avec les chefs de village et les femmes. Elle a aussi fait des dons en vue de contribuer au développement de la région. Victorine Yaoyobwe. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale chez le chef du canton Famossi dans la région du Bafing, Sarah Sako Fadika et Eladja Baba Diomandé, entourés des chefs de village, ont passé en revue les différentes actions entreprises pour maintenir la cohésion sociale dans le Bafing. Pour faciliter cette tournée, elle a remis au nom du chef de l'État un véhicule 4x4 au chef du canton Famossi. Vos qualités de rassembleur, d'homme de mission, quotidiennement à l'écoute des préoccupations des populations du canton Famossi, valent bien au-delà de ce modeste présent. À l'endroit des femmes agricultrices du département de Touba, la première vice-présidente a relevé leurs efforts visant à booster leurs activités. Un grand honneur donc, dit-elle, d'inaugurer la maison des coopératives féminines de Touba, preuve de l'organisation de ces femmes. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale a ensuite fait des dons, notamment en matériel roulant et agricole, le tout d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Sarah Sako Fadika d'ajouter que ces dons doivent être compris comme un encouragement à la consolidation de la cohésion sociale préalable au développement. Ici à Abidjan, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement a visité jeudi les ouvrages du bassin du Gourou, communément appelé Carrefour de l'Indénié. Anne Désiré Ouloto a invité les populations à un comportement citoyen. Alexis Ouedraogo. Un large tour pour constater l'exécution des travaux autour du bassin du Gourou. Première escale au Carrefour de l'Indénié, bien connu pour ses inondations en période de pluie. Ici, les travaux sont achevés, mais souffrent de l'arrivée importante de déchets solides. Pour comprendre cette situation, il faut remonter plus loin, au niveau de la casse d'Abobo Adjamé. Autour du caniveau, des maisons sont sorties de terre et l'ouvrage converti en poubelle géante. Tout ce que vous voyez va se retrouver finalement dans ce canal. Et de ce canal, nous les retrouvons au Carrefour de l'Indénié. Donc il faut absolument déguerpir tout ce qui est autour de ce canal. Autre raison de ces caniveaux qui se retrouvent bouchés, ces camions de sable non couverts qui salissent les rues. Ils ont été, il y a quelques jours, interpellés par la ministre. Regardez, tout le sable qu'il a là, c'est eux. Hein. Tout ça, c'est eux. Et après, il faut venir ramasser, payer des gens pour ramasser, et ça coûte des milliards à l'État. Le gouvernement fait pourtant d'importants investissements, notamment sur les barrages écriteurs. À ce jour, la ville d'Abidjan en compte 7 qui devraient efficacement drainer les eaux. Celui de Paillé-Ouest permet de réguler les eaux en saison pluvieuse. Avant, quand il pleut,
l'eau qui coule d'ici, on ne peut pas traverser. C'est comme une rivière. Mais grâce au barrage aujourd'hui, l'eau là ne vient plus. Mais l'incivisme des populations est souvent sans limite. Sur le barrage du Zoo, le propriétaire d'un immeuble a tout simplement cassé la clôture du barrage pour agrandir l'espace de sa construction. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on va faire de ce monsieur un Ivoirien nouveau. Des instructions sont données pour qu'au plus vite cette situation soit corrigée. La visite de la ministre est aussi l'occasion de découvrir des pavés créés à partir de déchets plastiques. Ces pavés sur lesquels nous sommes donc arrêtés sont le résultat du travail de jeunes démobilisés. Et ces sachets peuvent donc servir de matière première à ces jeunes gens qui ont créé leur petite entreprise et qui vivent du fruit de leur travail. Je pense qu'il faut, revoir nos comportements et faire en sorte que nous permettions à l'État d'aller jusqu'au bout de sa logique. À l'approche des grandes pluies, la ministre invite au civisme. L'assainissement des villes implique la participation des populations. Les caniveaux ne sont pas des poubelles. Et puis, des administrateurs de la mairie du Plateau ont visité une station d'épuration d'eau en France. Une visite de terrain pour s'imprégner de l'expertise de cette station qui est l'une des plus modernes de France. Michel Digré. La station d'épuration de la Grange David, située dans la commune de La Riche en France, traite 44 000 m3 d'eau par jour. Reliée à 16 communes de l'agglomération, elle peut absorber les eaux usées de 400 000 habitants. L'ouvrage a séduit deux administrateurs de la mairie du Plateau en visite sur le site. Il était important pour nous de venir ici pour nous en imprégner un tout petit peu, voir un peu le circuit de traitement et puis voir ce qu'il y a lieu de faire au pays. C'est de voir un peu comment est-ce qu'avec Tout Plus nous allons sceller une sorte de partenariat pour voir dans quelle mesure travailler et puis bénéficier de cette expertise. On a souhaité leur montrer tout d'abord cette station d'épuration de la Grange David qui fait partie des 50 plus grandes stations françaises. Les déchets, il n'y en a quasiment pas. Les déchets organiques seront utilisés par les agriculteurs, le gaz va être réutilisé et nous retrouvons à la sortie une eau qui est une eau pure qui va en Loire avec d'excellentes qualités. Les responsables de la station d'épuration de la Grange David se disent prêts pour un partenariat avec la coordination des maires du district d'Abidjan pour l'amélioration du traitement des eaux dans le district. Un mot de santé avec la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. Un fonds de 8 milliards de francs CFA vient d'être octroyé aux structures et ONG engagées dans le combat contre la maladie. Et à cet effet, le Fonds mondial de lutte contre le sida et la tuberculose et l'ONG l'Alliance Côte d'Ivoire ont signé une convention. L'Alliance va bénéficier de 2 milliards de francs CFA pour mener des campagnes de sensibilisation au niveau communautaire. Sidonie Davilawaka. Si le combat contre le sida donne des résultats satisfaisants en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas pour la tuberculose qui continue de toucher différentes couches de la société. Malgré les nombreuses campagnes menées par l'État de Côte d'Ivoire et les diverses ONG, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme octroie 8 milliards de francs CFA pour soutenir ce combat contre la tuberculose. Une partie de ce don, estimé à 2 milliards de francs CFA, sera gérée par une organisation locale, Alliance Côte d'Ivoire. Une signature de convention pour permettre à cette structure de gérer le volet communautaire de cette campagne de lutte contre la tuberculose. Donc nous venons d'obtenir au niveau du Fonds mondial 8 milliards pour lutter contre la tuberculose pendant 2 ans. Et il y a 2 PIA avec 2 bénéficiaires. Il y a le PNT pour le volet public et le volet communautaire est confié à Alliance. Donc c'est Alliance qui va gérer ce volet pour lutter contre la tuberculose en Côte d'Ivoire de 2016 à 2017. La responsable de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement de continuer ce combat pour le bien-être des populations. Cette organisation va mener des campagnes de sensibilisation et de dépistage pour aboutir à une population saine. Les malades bénéficieront d'assistance et de prise en charge afin de leur assurer la santé. Opération de collecte de sang à Niansué dans le département d'Abengourou, opération initiée par une ONG, l'ONG AINIA. Il s'agit pour cette organisation non gouvernementale de contribuer à lutter contre le manque de sang dans les hôpitaux. Honorine Ngouri. Cette opération de collecte de sang a été suscitée pour permettre au centre de transfusion sanguine d'Abengourou
de faire face à la demande sans cesse croissante de sang dans les hôpitaux de la région de l'Indénié-Djuablé. Dans cette région, la pénurie de ce précieux liquide est à l'origine de nombreux décès, surtout au niveau des enfants. Il a exprimé sa gratitude aux populations de la localité d'Aniasué qui, en acceptant de donner un peu de leur sang, contribuent grandement à sauver des vies. Cette opération ne sera pas la dernière. Pour éviter à la banque de sang d'Abengourou de connaître une rupture de stock dommageable pour les populations. Le responsable du centre de transfusion sanguine d'Abengourou, Dr Jean-Claude Kpagny, a quant à lui loué cette initiative de l'ONG Agnia, qui a permis de collecter une douzaine de poches de sang et souhaité que d'autres organisations lui emboîtent le pas. C'est bienvenu, hein? Généralement c'est très difficile de caler une collecte dans cette période. Et nous avons sauté sur l'occasion lorsque l'ONG Agnia nous a invités. Disons que l'ONG Agnia nous cotise depuis un certain moment. Hein. Voilà. Ils sont en train de faire un travail de fond sur le terrain. Toutes ces actions sociales permettront à la banque de sang d'Abengourou de satisfaire les besoins de plus en plus croissants des populations. C'est un constat. Des restaurants mobiles s'installent de plus en plus à Abidjan. Ce sont des camions-restaurants qui proposent leur mets à une clientèle majoritairement composée d'élèves. Mais seule préoccupation aujourd'hui, est-ce que ces camions respectent les règles d'hygiène? Élément de réponse dans ce reportage de Michel Touré, commenté par Justine Sey-Djiké. Des repas confectionnés sur place dans des camions proposés à moindre coût à la clientèle. C'est une nouvelle forme de restaurant dénommé Food Trucks. Les mets sont entre autres des crêpes et des sandwichs. C'est les truck food, c'est-à-dire que on fait la nourriture ambulante. On propose des sandwichs, des hamburgers, salades, donc ça dépend des clients. Au niveau des prix, on est en général moins cher, voilà, parce qu'on a moins de charges qu'un restaurant classique. Ces camions-restaurants sont très appréciés des élèves qui composent en majorité la clientèle à cause de leur proximité avec les établissements scolaires. Sortant de l'école, j'ai vu qu'il y avait un camion et en fait je connais ça depuis le début depuis l'année dernière. Et donc voilà, je suis venu ici. C'est un choix de venir ici parce que c'est proche de l'école. Cette forme de commerce est rentable selon les propriétaires qui rassurent leur clientèle sur les mesures d'hygiène qu'ils respectent. Alors l'avantage du camion restaurant pour le client, c'est de retrouver des normes d'hygiène qui vont être les mêmes que dans un restaurant. On va avoir un intérieur en inox, des réfrigérateurs et tout ce qui permet de cuisiner, de préparer de la nourriture dans les conditions optimales d'hygiène. Donc ça, c'est quelque chose de très rassurant pour le consommateur. Au niveau de l'hygiène, lorsqu'on finit le soir, on pulvérise dedans et avant le départ, il y a d'abord un nettoyage au niveau du laboratoire. On a un labo et les produits aussi sont conservés au frais. On travaille avec des groupes électrogènes. Et si les mesures d'hygiène sont respectées dans les camions, ce n'est vraiment pas le cas pour l'espace affecté à la consommation des repas, ce qui apparemment ne semble pas gêner les clients. Espace insalubre ou pas, ces camions-restaurants poussent aujourd'hui comme des champignons dans la commune d'Abidjan. Mais au fait, sont-ils soumis à une réglementation? Lorsque vous avez une intoxication avec un véhicule qui est mobile, je veux dire que vous ne pouvez pas maîtriser effectivement l'impact de l'alimentation ou bien du repas tout de suite sur la population. Quels sont les moyens que nous avons pour pouvoir confirmer qu'effectivement c'est ce véhicule-là? Et donc les risques sont très grands. Et c'est pour ça que c'est une activité qui reste réglementée. On voit aujourd'hui une prolifération de ce type d'activité. Et bien croyez-moi qu'une action forte sera menée et nous allons régler et réglementer totalement cette activité. La plupart de ces camions existent depuis 2 ans et ils sont créés par une personne ou des associations de personnes. Dans le domaine de l'agriculture, bientôt des unités de groupage et de transformation de produits vivriers seront installées dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. La Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, à travers cette initiative, veut assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Emma Niamien. Ce bâtiment sur cette image, c'est le siège de la FENASCO-VICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Il va bientôt voir le jour à Tenguié, localité située à 15 km d'Abidjan. La pose de la première pierre est prévue pour la fin du mois de mars.
La construction du siège de la FENASCO-Vici fait partie d'un vaste programme d'activités que cette structure entend mener pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Nous avons mûri ce projet et pour la sécurité alimentaire, il fallait organiser le secteur, il faut aller à la modernisation, augmenter la production, la mécanisation, les bons conditionnements des produits et la transformation de nos produits aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À côté du siège de la FENASCO-Vici seront également construites une plateforme de collecte et une unité de transformation et de commercialisation des produits vivriers. En plus du site d'Atenguier, les 31 régions du pays, plus les 2 districts autonomes, vont également abriter des plateformes de collecte et des unités de transformation des produits vivriers. La production serait à grande échelle, ça va donner l'emploi. Les usines vont donner l'emploi. Je pense que nous aussi, on a notre part de responsabilité pour pouvoir prendre nos enfants en compte pour qu'on ne parle plus de pauvreté en Côte d'Ivoire. Pour la réalisation de ce projet, la FENASCO-Vici bénéficie de l'appui financier et technique de la Banque africaine de développement BAD. À terme, il s'agit de produire en toute saison, avec le système d'irrigation, des produits vivriers de bonne qualité pour l'approvisionnement régulier des différents marchés pour assurer la sécurité alimentaire et lutter aussi contre la cherté de la vie. Fraude sur les documents administratifs et les titres de transport. Un membre de réseau aux arrêts à Bouaké, la police est sur les traces des autres faussaires afin de mettre fin à leurs pratiques qui portent un coup dur à l'économie ivoirienne. Reportage Kwadjo Kwame. Bouaké, commissariat du 2e arrondissement, un individu aux arrêts. Motif, fraude sur les documents administratifs et les titres de transport. En effet, des individus mal intentionnés s'attaquent à la muraille de la réforme de production des titres de transport en Côte d'Ivoire. Le mode opératoire de ces individus sans foi ni loi. C'est sur la base de l'extrait de la carte grise qu'ils falsifient le document d'identification du propriétaire. Je vais parler de la pièce d'identité. Je vais parler des anciens documents déjà édités mais qui sont actuellement en circulation. La technologie utilisée dans les centres de gestion intégrés du ministère des Transports est basée sur un dispositif intégré et également aussi des données biométriques qui permettent aujourd'hui de sécuriser les documents édités par ce système-là. Les tentatives de fraude sur les cartes grises portent sur les véhicules braqués ou volés. Sans exception aucune, tous les documents administratifs sont exposés à la falsification. Il est donc utile de faire attention en tout temps et en toutes circonstances afin d'éviter de prendre le faux pour le vrai. Pour les autorités policières qui suivent cette enquête, il est bon d'établir les documents administratifs dans les normes et se passer de la fraude. Les détenteurs de ces véhicules-là, et les gens les trompent pour pouvoir obtenir ces documents-là. Et nous les exhortons à aller vers ces services-là adéquats. À Bouaké, tout sera mis en œuvre pour démanteler le réseau, assurent les forces de l'ordre. La fraude sur les documents administratifs et les titres de transport et ces réseaux, Bouaké constitue l'un des bastions. De même que les villes d'Abidjan, Saint-Fra, Soubré, Gagnoa et bien d'autres. En économie, Christine Lagarde, reconduite à la tête du FMI, Fonds monétaire international. Le conseil d'administration du fonds en a décidé ainsi lors d'une réunion tenue hier à Washington. Christine Lagarde est ainsi élue pour une durée de 5 ans. Adama Kone. Attendu pour début mars 2016, la désignation du nouveau directeur général du Fonds monétaire international, FMI, a plutôt eu lieu ce vendredi. Le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods a tout simplement reconduit Christine Madeleine Odette Lagarde, qui occupait déjà ce fauteuil depuis 2011. Seule candidate au soir du 10 février, date de clôture des soumissions des candidatures, Christine Lagarde reste la première femme à diriger au sommet cette institution. Son nouveau mandat de 5 ans prend effet à compter du 5 juillet prochain. Il convient de signaler qu'il revient au terme d'un accord tacite aux Européens de proposer un dirigeant à la tête du Fonds monétaire international, pendant que les Américains se réservent la présidence de la Banque mondiale. Christine Madeleine Odette Lagarde a 60 ans. Avocate et femme d'affaires, elle est le 11e DG du FMI. Elle a été plusieurs fois ministre en France.
Son DGA, Mutsiro Furusawa, entame une tournée cette fin de semaine par le Tchad. Et le 24 février prochain, M. Furusawa sera au bord de la lagune Ébrié, à Abidjan. En images, les États-Unis ont mené un raid aérien hier en Libye. Selon un bilan provisoire, une quarantaine de personnes ont été tuées, dont une majorité de djihadistes tunisiens. C'est un camp de l'organisation État islamique à 70 km de Tripoli qui était ciblé. Selon Washington, ce camp abritait notamment le cerveau des attentats de Bordeaux et de Sousse en Tunisie, dans lesquels 60 touristes européens ont été tués l'an dernier. En bref, également dans l'actualité sportive, les clubs de football se retrouvent en assemblée générale élective aujourd'hui à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Seul candidat à sa succession, Sidi Diallo, est sûr d'être reconduit sans problème pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et pour terminer, le tout-puissant Mazembe de la RDC affronte l'Étoile du Sahel de la Tunisie en Supercoupe de la CAF ce 20 février à Lubumbashi. C'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 13h.